Au siècle dernier, il y avait encore à Oxford, au-delà de la ville, dans un faubourg situé sur l'autre bord de la rivière, une vieille tour qu'on faisait visiter aux étrangers comme ayant autrefois servi de lieu d'étude et d'observatoire aux frères Bacon, Friar Bacon Study. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors le texte que je viens de vous lire a été écrit en 1861 par Émile Cesset et est consacré à Roger Bacon, sa vie, son œuvre. Alors, qui est Roger Bacon? C'est un moine franciscain du XIIIe siècle qui est célèbre à l'université d'Oxford, au point de faire partie du circuit de visite au XVIIIe siècle, comme l'a décrit le texte que je viens de vous lire, et qui a aujourd'hui sa statue dans l'université anglaise. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce moine, c'est que c'était aussi un philosophe passionné par les sciences. Alors, Roger Bacon n'est pas très connu. Il ne figure même pas dans la plupart des dictionnaires de philosophie. Et pourtant, il est considéré comme l'un des pères de la méthode scientifique moderne, 300 ans environ avant Galilée et Descartes, par exemple. Alors, pour être franc, je ne le connaissais pas moi-même. Et c'est en faisant des recherches pour une vidéo sur un autre philosophe, Francis Bacon, que j'ai découvert l'existence de ce Roger Bacon, les deux n'ayant aucun lien de parenté. Et ce personnage m'a tellement fasciné que j'ai décidé de partager cette découverte avec vous, et puis de faire la vidéo sur Francis Bacon un peu plus tard. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un philosophe à peu près inconnu en France, et donc pour cette vidéo, je n'ai pas pu utiliser de livres sur lui. Et on ne dispose même pas de traduction de ses œuvres majeures. J'ai donc dû m'appuyer principalement sur des passages d'ouvrages sur l'histoire des sciences ou sur la philosophie au Moyen Âge. Mais c'est surtout sur des articles et des extraits de son œuvre que j'ai pu trouver sur Internet et dont vous trouverez les références dans la description de la vidéo, comme d'habitude, hein, juste en dessous. Alors un point intéressant, ces articles étaient ou bien en anglais, ce qu'on comprend bien étant donné la nationalité de Roger Bacon, ou bien en français, mais assez ancien, comme le texte que je vous ai lu au début, qui date de la fin du 19e. Et en fait, c'est parce que c'est à un Français du 19e siècle, Victor Cousin, qu'on doit en partie la redécouverte du franciscain. Donc il y a donc eu vers la fin du 19e une petite série d'articles sur lui, et on peut trouver ces articles sur Internet. Bon, je ne vais pas vous faire une biographie détaillée, je vais juste vous donner quelques éléments importants qui vous permettront de comprendre le personnage, le contexte dans lequel il a vécu, et puis surtout l'essentiel de son œuvre. Alors, il est né à Ilchester, dans le Somerset, en Angleterre, vers 1214. Bon, certains proposent la date de 1220. Sa famille était noble et aisée, même si elle connaîtra des revers de fortune suite à des problèmes politiques. Alors, il a eu la chance de naître dans ce qu'on peut appeler le siècle des universités médiévales, car celle-ci était apparue à la fin du XIIe siècle. Cela lui a permis d'étudier à la fois à Paris et à Oxford. Et c'est entre ces deux villes qu'il a passé l'essentiel de sa vie. Il a même été professeur à Oxford, et on n'est pas sûr qu'il ait exercé à Paris. Alors c'était un étudiant et un professeur brillant, au point qu'il fut surnommé le docteur Mirabilis, c'est-à-dire le professeur merveilleux. Alors même s'il a fait des études plutôt littéraires, comme c'était la règle à l'époque, il s'est rapidement tourné vers l'étude des sciences et des mathématiques. C'est au cours de celle-ci qu'il a pu rencontrer deux professeurs qui l'ont fortement marqué et qui étaient eux aussi intéressés par la science. Le premier est Robert Grosseteste, qui était connu pour ses travaux sur l'optique, et le second était Pierre de Maricourt, dont les recherches sur le magnétisme l'avaient beaucoup impressionné. Roger Bacon fit lui-même des recherches en optique, en particulier sur les arcs-en-ciel. Il proposa aussi, et suite à des calculs astronomiques, une réforme du calendrier. Mais cette réforme ne fut mise en place que sous Grégoire XIII, près de 300 ans plus tard, en 1582. Que ce soit en optique ou en astronomie, Roger Bacon appliquait les principes de la méthode scientifique qu'il proposait, en utilisant les mathématiques. Mais nous verrons cela juste un peu plus tard.
Une autre contribution de Bacon à la science est sa théorie de l'impetus. Il a proposé que les objets en mouvement continuent de se déplacer avec une certaine force ou impetus, même après l'arrêt de la force initiale qui les a mis en mouvement. Il y a donc là l'amorce d'une réflexion sur les forces qui sera bien entendu largement développée par Newton environ 300 ans plus tard. Alors, comme je vous l'ai dit, il était moine franciscain, qui était un ordre plutôt conservateur et pas très favorable au développement des sciences et des connaissances en général. La hiérarchie de Roger Bacon s'est donc opposée à plusieurs reprises à ses travaux scientifiques, ce qui lui a valu d'être assigné à résidence dans sa cellule monacale pendant de longues années. Heureusement, dans les années 1260, il était devenu ami avec le cardinal Guido Fulcodi, qui était particulièrement intéressé par les sciences en général et par les travaux de Bacon en particulier. Alors, quand celui-ci devint pape sous le nom de Clément IV, il protégea Roger Bacon et lui demanda même d'écrire un livre sur toutes ses découvertes scientifiques. C'est donc suite à cette demande du pape que Roger Bacon écrivit plusieurs ouvrages, dont l'Opus Maius et l'Opus Tertium, alors qu'il était retenu à Paris par son ordre. Alors en 1287, Roger Bacon quitte Paris, où il était retenu par son ordre, et il retourne à Oxford, où il poursuivra ses travaux dans la fameuse tour dont nous avons parlé au début de la vidéo, et où il mourra peu de temps après, vers 294. Alors dans cette vidéo, je vais surtout m'appuyer sur l'Opus Maius, dont j'ai pu trouver des extraits sur Internet dans une traduction anglaise. Dès le premier chapitre de cet ouvrage, Roger Bacon identifie 4 causes d'erreur, qui sont autant d'obstacles à la connaissance. La première cause est l'exemple d'une autorité fragile et inadaptée. La deuxième, la longue durée de la coutume. La troisième, l'avis de la foule ignorante. Et enfin, la quatrième, la dissimulation de sa propre ignorance dans l'affichage d'une sagesse apparente. On peut remarquer que ce qu'il appelle les causes d'erreur ressemble fortement à ce qu'on nomme aujourd'hui les biais cognitifs. Et il est intéressant de voir que la naissance de la méthode expérimentale en science s'est accompagnée d'une réflexion sur ce qu'aujourd'hui on appelle l'esprit critique. Globalement, Roger Bacon s'opposait à la scolastique de son époque. Celle-ci consistait à commenter non pas directement les textes d'Aristote, mais des traductions de commentaires d'Aristote. En fait, les œuvres de celui-ci, n'ayant été traduites en latin, et pas toujours très bien, qu'entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et ces traductions ne se sont diffusées que lentement. Donc la plupart des commentateurs n'avaient pas accès directement au texte d'Aristote. Et c'est pour ça que Roger Bacon était très critique sur cette méthode. Il ne s'est donc pas opposé directement à Aristote lui-même, car il avait été lui-même l'un des premiers à l'enseigner à Oxford et peut-être même à Paris. Mais à l'utilisation qu'on pourrait qualifier de dogmatique qui en était faite à son époque. Roger Bacon s'est aussi beaucoup intéressé aux applications de la science, c'est-à-dire à la technique. On lui prête, mais malheureusement sans preuve matérielle, l'invention de plusieurs instruments d'optique comme le télescope. Mais son imagination allait bien au-delà. Alors écoutons-le. On fabriquera des instruments pour naviguer sans le secours des rameurs et faire voguer les plus grands vaisseaux, avec un seul homme pour les conduire, et plus vite que s'ils étaient pleins de matelots. Des voitures qui rouleront avec une vitesse inimaginable, sans aucun attelage, des instruments pour voler, au milieu desquels l'homme assis fera mouvoir quelques ressorts qui mettra en branle des ailes artificielles, battant l'air comme celles des oiseaux. Un petit instrument, de la longueur de 3 doigts et d'une hauteur égale, pouvant servir à élever ou abaisser sans fatigue des poids incroyables. Il y aura un appareil pour marcher au fond de la mer et des fleuves sans aucun danger, des instruments pour nager et rester sous l'eau, des ponts sur les rivières sans piles ni colonnes, enfin toutes sortes de mécaniques et d'appareils merveilleux. Alors on peut remarquer la proximité de ces visions avec celle qu'aura Léonard de Vinci beaucoup plus tard.
Mais venons-en maintenant à sa proposition principale, je veux parler de la méthode scientifique expérimentale. Alors là encore, nous allons écouter ce que nous en dit Roger Bacon lui-même. J'appelle science expérimentale celle qui néglige les argumentations, car les plus forts arguments ne prouvent rien tant que les conclusions ne sont pas vérifiées par l'expérience. La science expérimentale ne reçoit pas la vérité des mains de sciences supérieures. C'est elle qui est la maîtresse, et les autres sciences sont ses serveurs. Elle a le droit en effet de commander à toutes les sciences, puisque elle seule certifie et consacre leurs résultats. La science expérimentale est donc la reine des sciences et le terme de toute spéculation. Dans un autre texte, il va encore plus loin. Dans toute recherche, il faut employer la meilleure méthode possible. Or, cette méthode consiste à étudier dans leur ordre nécessaire les parties de la science, à placer au premier rang ce qui réellement doit se trouver au commencement, le plus facile avant le plus difficile, le général avant le particulier, le simple avant le composé. Il faut encore choisir pour l'étude les objets les plus utiles en raison de la brièveté de la vie. Il faut enfin exposer la science avec toute certitude et toute clarté, sans mélange de doute et d'obscurité. Or, tout cela est impossible sans l'expérience, car nous avons bien divers moyens de connaître, c'est-à-dire l'autorité, le raisonnement et l'expérience. Mais l'autorité n'a pas de valeur si on en rend compte. Elle ne fait rien comprendre, elle fait seulement croire. Elle s'impose à l'esprit sans l'éclairer. Quant au raisonnement, on ne peut distinguer le sophisme de la démonstration qu'en vérifiant la conclusion par l'expérience et par la pratique. Alors, par moments dans ce texte, on croirait lire du Descartes. C'est vraiment surprenant. Pour finir, écoutons-le parler de ce qu'il appelle une expérience scientifique, qui n'est pas une observation ordinaire. Il y a une expérience naturelle et imparfaite, qui n'a pas conscience de sa puissance, qui ne se rend pas compte de ses procédés, qui est à l'usage des artisans et non des savants. Au-dessus d'elle, au-dessus de toutes les sciences spéculatives et de tous les arts, il y a l'art de faire des expériences qui ne soient pas débiles et incomplètes. Mais cette rigueur dans l'expérience ne suffit pas. Et il précise dans un autre texte l'importance accordée aux mathématiques. Les physiciens doivent savoir que leur science est impuissante s'ils n'y appliquent le pouvoir des mathématiques, sans lesquelles l'observation languit et n'est capable d'aucune. On le voit, la méthode scientifique que nous propose Roger Bacon n'est pas seulement expérimentale, elle est aussi mathématique. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il est à l'origine de la méthode scientifique moderne. Alors, être à l'origine ne veut pas dire, bien entendu, qu'il a tout inventé et tout compris. Il en était très loin. Roger Bacon était un homme du XIIIe siècle, imprégné par la scolastique qu'il critiquait, certes, mais qu'il avait enseignée. C'était aussi un religieux sincère, qui plaçait la théologie au-dessus de toutes les autres disciplines, scientifiques ou pas. Mais la nature étant, du point de vue chrétien, la création de Dieu, la science peut être considérée comme un moyen d'accéder à la vérité divine et de mieux comprendre les textes sacrés. C'est quelque chose que l'on peut comprendre dans certains passages de l'Opus Magnus. Alors, quand on se pose la question des origines, il faut naviguer entre deux écueils. D'un côté, la tendance de ce que Pierre Huem appelle le précursorisme, qui est fondé sur une sorte de sens de l'histoire, et de l'autre, ce qu'on pourrait aussi appeler un spontanéisme, qui voudrait que les idées apparaissent spontanément, sans tenir compte du contexte, et surtout des idées qui les ont précédées. Alors en fait, si je pense qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, et pas de sens de l'histoire scientifique, il y a quand même eu dans l'histoire des sciences une certaine continuité
dans la volonté des hommes d'approfondir et de solidifier leurs connaissances. Cela les a amenés à réfléchir et à mettre en place des méthodes scientifiques de plus en plus rigoureuses et exigeantes. Roger Bacon n'est que l'une des étapes dans cette longue histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il apparaît à une époque où l'on ne s'attend pas à trouver une telle exigence méthodologique, car on associe généralement le Moyen Âge à un certain obscurantisme religieux. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses sur cette personnalité plutôt méconnue, hein, comme moi-même j'en ai appris en préparant cette vidéo. Si c'est le cas, ben merci de la partager avec vos amis, vos connaissances, toute personne susceptible d'être intéressée, et puis de la gratifier d'un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.